la jeunesse, c'est vraiment, on a créé cette boîte parce qu'on est persuadé que les entreprises qui seront performantes de demain, c'est celles qui misent sur l'humain. Je pense qu'aujourd'hui, il est primordial et indispensable de mettre l'humain en fait au cœur des organisations. Pour moi, les boîtes ne survivront pas si elles font pas ce mouvement-là, ce changement-là. Et en fait, on s'est rendu compte que les attentes des collaborateurs, elles s'étaient complètement transformées. C'est-à-dire qu'avant, tu regardais ta carrière, ta tenue de poste, ta rémunération. C'était présent avant le Covid. Le Covid a tout accéléré. Aujourd'hui, les attentes, elles sont complètement différentes. Tu vas rechercher du sens, tu vas rechercher de l'impact, tu vas chercher une culture entreprise, de l'autonomie, etc. Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidats, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir WeRecruit. Hello à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravi d'être invité dans les locaux de Teamstarter par l'énergique Ségolène Moutarde. Bonjour Ségolène. Bonjour Florent. Merci pour ton accueil. Nous sommes dans tes superbes locaux parisiens à deux pas du boulevard Haussmann. Aujourd'hui il fait une chaleur terrible à Paris, il fait une 30aine de degrés. On va pas s'ennuyer, on va passer 3 quarts d'heure ensemble à peu près sur toi, ton aventure entrepreneuriale et puis bien sûr Teamstarter, la valeur que tu amènes effectivement à la fonction RH, aux managers et surtout aux collaborateurs dans les organisations. Avant toute chose, je souhaite aussi remercier Julien, donc Julien Brézin qui est le directeur général de Great Place to Work France, que j'ai eu le plaisir d'interviewer dans l'épisode 3 de ce podcast et qui nous a mis en relation. Donc Julien, si tu nous écoutes, un grand merci pour cette mise en contact. Alors, Ségolène, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de rentrer dans l'histoire de Teamstarter, j'aimerais bien revenir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu faisais avant Teamstarter et quelle a été ton histoire pour arriver à la création de Teamstarter ? Donc du coup, moi, j'ai été la première employée chez Lydia, qui est aujourd'hui une licorne française. Je les ai rejoints au tout début de l'aventure. À l'époque, je pense qu'il y avait un peu moins de 10 000 utilisateurs. Et j'ai développé pour eux tout le marché étudiant. Ils étaient beaucoup à l'époque sur le marché médecin, taxi, etc. Et moi, je voyais peu de récurrence parce que Lydia, c'est une app de paiement mobile. Donc on prend un taxi, on va télécharger l'app et la télécharger. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais étudiante à l'époque à Dauphine. Il n'y avait pas de distributeur, il y avait une cafette et on pouvait que payer par cash. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, le marché étudiant, c'est dingo, parce qu'en fait, il y a des cafettes partout. Si on arrive à s'intégrer dans les cafettes, ensuite, ils vont payer leur sandwich, puis ils vont se rembourser entre copains. Et donc, j'ai lancé pour Lydia tout le marché étudiant. À côté de mes études, je suis un peu hyperactive. Donc, j'ai tout passé au rattrapage et je bossais à côté. D'ailleurs, à l'époque, c'était il y a 7 ans. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire, Ségolène? Une start-up, papa qui était paniqué, qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais un master finance, start-up, Lydia. Personne n'y comprenait rien. D'ailleurs, j'avais quelques amis qui sont plus mes amis actuellement, qui voulaient pas même me donner les notes des cours en mode, bah non, tu viens pas. Donc, bref, du coup, j'ai tout passé au rattrapage. Lydia, ça a été une formidable aventure aux côtés de Cyril et Antoine, les deux fondateurs. Par la suite, je suis partie en fonds d'investissement rapidement.
j'ai voulu accompagner des entrepreneurs et voir un peu différents types de business. Donc, je travaillais en fonds. Et puis ensuite, j'ai eu la chance effectivement de rencontrer Denis Fayolle, qui est donc le fondateur de La Fourchette et qui est depuis un serial entrepreneur qui a monté beaucoup d'entreprises comme Singular, Mano Mano, etc. Et donc, on a monté une première boîte ensemble qui n'a rien à voir avec Team Starter sur les personnes âgées, qui s'appelait Osmai. L'idée, c'était de fournir un service d'aide à domicile pour les personnes âgées, en à la fois revalorisant le métier de l'auxiliaire de vie et en la fois permettant aux aidants de tous savoir ce qui se passe en temps réel chez leurs proches, avec une app à la fois pour les auxiliaires de vie qui disait quand est-ce qu'elles arrivent, ce qu'elles ont fait, etc. Et à la fois une app pour les aidants qui pouvaient tout suivre. Ça a été une superbe aventure, malheureusement, alors un peu improbable, mais la veille de mon closing de levée de fonds, on avait levé 1,5 million à l'époque avec Denis sur un PowerPoint. À l'époque, tout se passait bien d'un point de vue business, mais on avait un troisième on va dire compagnon dans l'aventure, un associé. Et moi, ça n'a pas du tout fonctionné. On n'était pas du tout complémentaires. Et en fait, la veille de ma levée de fonds, je me suis dit, mais attends, Ségolène, tout va bien d'un point de vue business, le projet, t'y crois à fond. Mais l'association, elle fonctionne pas. Et je me suis dit, je vois pas embarquer tous ces investisseurs. Si déjà, quand tout le business va bien, c'est une cata niveau association, mais qu'est-ce qui va se passer quand on va se prendre les premiers défis, les montagnes, etc. Et donc la veille, j'ai appelé tous mes investisseurs, parce que je me suis dit, en fait, l'ego me dirait, vas-y, tu lèves, ça sera un petit article dans Madinès, à 24 ans, c'est sympa, etc. Et puis, je me suis dit non, en fait, non. Donc, la veille de mon closing, j'ai appelé tous mes invests pour leur dire on va pas y aller. Et on a liquidé la boîte. Donc, c'est énorme et c'est rarissime dans le milieu startup d'avoir osé, alors que la levée de fonds était prête. D'ailleurs, c'était le lundi, tu sais, il y avait les LOI signés, donc tout tout était prêt, le pacte. Et voilà, le lendemain, on avait la signature et puis 2 jours après, l'argent sur le compte en banque. Mais c'est vrai que l'histoire dans tout ça, c'est l'humain en fait. Et en fait, à partir du moment où ça fonctionnait pas avec mon associé, je pouvais pas continuer cette aventure. Et malheureusement, même si lui partait, on était trop... forcément, on avait engendré des coûts, etc. Et donc, c'était... soit on lève, soit on arrête, quoi. Donc, on a arrêté cette aventure. C'est beaucoup plus difficile de liquider une boîte que de la monter. Et puis, par la suite, j'ai décidé... je me suis dit, je vais me faire un long break. Pas du tout. Je suis très vite repartie chez Lydia. J'ai eu une chance folle d'avoir Cyril et Antoine qui m'ont fait confiance. En mode salariat ? En mode salariat. Ouais, d'accord. En salarié oui boomerang, et non, parce que Cyril me disait, écoute, c'est simple, il me défile les pays de l'Union européenne, il me dit, choisis ton pays et va lancer Lydia. Donc, c'était plutôt de l'intrapreneuriat au sein de Lydia. D'accord. Pour faire ce que j'avais fait en France et à l'international. Donc, en fait, j'ai lancé des pays dont le Portugal. Alors, pareil, j'ai eu beaucoup de chance parce que ça a été le pays qui a le mieux fonctionné, un gros marché étudiant là-bas. C'était une expérience magique. Je parlais pas très bien portugais ni anglais, mais ça a super bien marché. Sauf qu'en fait, assez rapidement, je me suis dit, en fait, Lydia, quand j'étais étudiante, c'était top. Mais le B2C, ça me botte pas du tout, en fait. Moi, ce qui m'anime, c'est le B2B. Donc, il manquait vraiment ce côté relation, etc. Mais j'ai énormément appris. Et donc, après 2 ans, j'ai remonté une boîte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se parle. Et donc là, pour le coup, j'ai été hyper attentive, pour le coup, à l'association. Donc, avec mon associé Vincent, qui est le cofondateur de Team Starter. Et j'ai eu énormément de chance de tomber sur lui, puisque ça a été... Vous êtes rencontrés comment, du coup ? On s'est rencontrés, donc, en fait, pour la petite histoire, Team Starter est né au sein de Matters. D'accord. Matters, c'est une très belle PME start-up. Ils sont un peu moins de 100 collaborateurs. Ça n'a rien à voir. C'est on va dire une boîte qui fait des applications pour les grands groupes ou les startups. C'est un product studio. Et en fait, en interne, ils avaient besoin de prise d'initiative. Et donc, ils n'ont rien vu en externe. Et ils se sont dit, on va lancer, à l'époque, ça ne fait pas Team Starter, mais un produit, etc. Et en fait, ça a cartonné chez eux, sauf qu'ils n'avaient pas vocation à en faire un produit externe, parce que leur boîte fonctionnait, et puis c'était pas leur... voilà. Et donc, Vincent était dans la boîte, et c'est lui qui a créé le produit et qui l'a développé en interne. Et en fait, après, ils sont allés venus me chercher avec Vincent. Et moi, j'ai dit, écoutez, c'est simple, je veux 6 mois de période d'essai. Ou avec Vincent, il faut qu'on voit, en fait, si ça match, quoi. Si ça match, c'est complémentaire. Tu avais vécu tellement la chose avant que tu ne pouvais pas recommencer, quoi. Et puis, je pense aussi une notion de market fit. Donc, les 6 premiers mois, ça a été... Parce que moi, je voulais vraiment pas relever de fonds. J'étais vraiment dans une stratégie. En fait, là, ça va être de l'autofinancement. Oui. On va trouver un market fit. Enfin, on va voir s'il y a un market fit. On va trouver nos premiers clients. On va voir comment nos clients réagissent. Est-ce qu'on crée de l'impact, etc. Et je m'étais dit, la levée de fonds, ça arrivera si c'est un accélérateur.
si vraiment ça permet d'accélérer un moment de business. Mais en fait, je refusais, notamment parce que j'ai vécu le modèle Lydia, de me dire en fait, c'est mes invests qui payent mon business. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas vocation. Donc, on était vraiment, franchement, le modèle Bootstrap est incroyable pour ça, puisqu'on a fait plein de choses. Et bref, et donc, les 6 premiers mois, on a vraiment testé, etc. Après, on avait une urgence de cash, puisqu'on avait mis un peu de cash dans le compte en banque et on avait une aide de BPI, mais on parlait de 30K, forcément Vincent et moi pas payés, et donc voilà, à deux dans cette aventure pour aller décrocher nos premiers clients, voir l'impact, et puis construire cette belle aventure qu'on a construite depuis 4 ans. On a fêté nos 4 ans il y a 2-3 semaines. Ok, merci, c'est extrêmement clair. C'est une histoire déjà assez incroyable pour ton jeune âge d'avoir vécu toutes ces différentes expériences du salariat, de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat. Beaucoup de chance, ouais. Ouais, c'est assez remarquable. Demain, tu croiserais dans la rue, dans le métro, un événement, un jeune homme, une jeune femme qui voudrait entreprendre dans le monde RH, comme toi, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Ne surtout pas aller parler à des DRH. Et pourquoi? Moi, c'est Denis qui m'a donné ce conseil, Denis Fayolle. Quand on est arrivé dans le marché des personnes âgées, il m'a dit attention, il faut faire attention aux experts. Parce que les experts, ils ont quoi? Ils ont des croyances limitantes. Et en fait, tout ce que toi, tu vois comme potentiel, ils vont pas y croire. Et en fait, ça va pas fonctionner. Et c'est vrai, quand on a voulu lancer au Smile sur les personnes âgées, c'était une cata. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, j'exagère en disant il ne faut pas aller parler au DRH. Bien sûr qu'il faut aller parler au marché, etc. Mais il faut faire attention à ce que les experts puissent dire, parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans le secteur, il y a tellement de croyances limitantes, de blocages, qui fait que, voilà, je dirais effectivement de se renseigner tout en gardant aussi sa prise de recul et un peu son regard neuf sur le secteur. Ouais, je pense que c'est un excellent conseil. Hein. Le titre de mon podcast qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça est vraiment orienté sur des fois l'expression que des DRH me donnent sur des nouveautés. On me dit mais surtout, bah non, parce que c'est pas possible, etc. En fait, plein de choses sont possibles si on décide de changer ses regards et d'entreprendre en interne ou en externe, un peu différemment en tout cas. Oui, puis je pense que le problème c'est d'avoir trop de problèmes. Et en fait, moi, je pense que la force d'un entrepreneur, c'est d'identifier les problèmes petit à petit et de les résoudre. En fait, il y a une différence entre être problem finder et problem solver. Et moi, je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est les problèmes solvers, c'est-à-dire qu'ils se prennent le problème dans la gueule et ils disent « Ok, je vais le résoudre ». Ceux qui vont chercher tous les problèmes, aller creuser, et ce que tu fais quand tu vas parler avec plein d'RH, en fait, à la fin, ton business, il n'y en a plus, quoi. Parce qu'en fait, il t'a dégommé toutes tes croyances et tu as une montagne de problèmes. Alors que si tu te dis « Je vais aller tout dégommer sur mon passage », je trouve l'entrepreneuriat beaucoup plus simple. Donc, on est en 2019, tu crées Teamstarter. Ouais. En 2023, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui? 60. Donc, 60 collaborateurs. Donc, on peut dire clairement que c'est une réussite. Bootstrappé, donc effectivement sur fonds propres dès le départ. Il y a eu une levée de fonds depuis, on pourra en revenir un petit peu après. Mais globalement, effectivement... Rentable depuis le premier jour. Voilà. Donc, avec un business model sur le fait que ce soit les clients qui payent l'aventure Teamstarter et les salaires des salariés Teamstarter. Donc ça c'est quelque chose qui est effectivement aussi assez rare sur les dernières années du monde startup que l'on a et qui est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que je pense que aujourd'hui, il faut pas qu'un jeune il se dise je sors d'école, je vais entreprendre, je vais lever des fonds. C'est pas forcément parce qu'aujourd'hui la levée de fonds est une réussite en soi, alors qu'en fait lever des fonds c'est pas du tout une réussite. C'est une étape d'une boîte, mais voilà. J'en ai parlé récemment avec Gilles Sadger, le patron de Lucas que j'ai interviewé. Effectivement, que j'aime beaucoup. Voilà. Ah, Gilles, tu vois, j'allais te recommander d'aller lui parler. C'est fait. J'aime beaucoup Gilles. Ouais, j'ai la chance de connaître Gilles, effectivement, d'avoir il a pu me consacrer 1 heure pour me parler de tous ces sujets et puis en plus de sa vision, lui, d'actionnariat salarié. Alors, je sais pas si tu l'as mis en place. Mais non, voilà. Il est très très fort là-dessus. Et mais effectivement, ce conseil d'oser percuter un marché sans forcément écouter trop les experts et secondo de trouver des clients pour financer son organisation, il a le même que toi en fait. Il a les mêmes que toi. Ouais, il fait partie du club Bootstrap France. D'accord, vous en faites partie tous les deux. Ok. Alors tu m'as parlé de l'idée du concept, tu m'as donné effectivement la genèse, la première réflexion. Tu parles effectivement quand tu présentes Teamstarter de crowdfunding ou de financement participatif. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le fonctionnement de Teamstarter aujourd'hui à nos auditeurs? Ouais, bien sûr. Alors, nous, Teamstarter, peut-être pour la jeunesse, c'est vraiment, on a créé cette boîte parce qu'on est persuadé que les entreprises qui seront performantes demain, c'est celles qui misent sur l'humain. Je pense qu'aujourd'hui,
il est primordial et indispensable de mettre l'humain en fait au cœur des organisations. Pour moi, les boîtes ne survivront pas si elles font pas ce mouvement-là, ce changement-là. Et en fait, on s'est rendu compte que les attentes des collaborateurs, elles s'étaient complètement transformées. C'est-à-dire qu'avant, tu regardais ta carrière, ta tenue de poste, ta rémunération. C'était présent avant le Covid. Le Covid a tout accéléré. Aujourd'hui, les attentes, elles sont complètement différentes. Tu vas rechercher du sens, tu vas rechercher de l'impact, tu vas chercher une culture entreprise, de l'autonomie, etc. Et donc, nous, en fait, un peu dans cette mouvance-là, etc., on s'est dit, mais en fait, et parce que je l'ai vécu, c'est vrai que j'en ai même pas parlé, mais dans le parcours, j'ai fait un passage chez Suez et je suis arrivée, je suis partie aussi vite que je suis arrivée, parce que j'avais une idée de projet qui... Juste la capacité d'action était tellement limitée que c'était, je pense, pas fait pour moi. Tout ça pour dire qu'on est venu activer pour nous un des leviers qui nous semble les plus puissants, c'est la prise d'initiative. Je suis persuadée que rendre les collaborateurs acteurs, leur donner le pouvoir d'agir, leur donner finalement une partie des clés du camion et leur dire on vous fait confiance, on vous donne de l'autonomie, soyez acteurs, ça change tout dans les boîtes. Et en fait, on a créé, donc du coup, effectivement, une plateforme de crowdfunding. On a pris le modèle de crowdfunding, on a regardé ce qu'étaient les modèles qui fonctionnaient bien et on s'est dit, on va l'adapter au monde de l'entreprise. Et donc, en fait, on a créé un dispositif où nos clients confient chaque mois un budget mensuel à tous leurs collaborateurs. Attention, peu importe le collaborateur, l'idée, c'est d'insuffler aussi une culture bottom-up et mobiliser l'intelligence collective. Et en fait, avec ce budget, les salariés vont soit pouvoir proposer une initiative, soit pouvoir financer les initiatives de leurs collègues, soit pouvoir collaborer. Et tous les projets qui ont atteint 100% des fonds seront mis en place par les collaborateurs. Et donc, ce qu'on veut créer, enfin en tout cas moi ce que disent mes clients, on veut donner de l'âme au quotidien aux collaborateurs. En fait, on veut que le collaborateur il soit super fier d'arriver au travail le matin. Et pour nous, un des moyens d'être super fier, c'est de se sentir acteur, c'est de pouvoir voir les initiatives qu'il peut porter, c'est de pouvoir voir les initiatives de ses collègues qui peuvent se réaliser et de se dire waouh, ma boîte, elle est différente. Elle est différente parce qu'on a une expérience collaborateur qui est hyper différente et qui est aussi hyper personnalisée. Parce que je suis persuadée qu'on parle d'équilibre vie pro, vie perso, etc. Mais c'est un gros risque aussi pour la société parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de collaborateurs voient l'épanouissement sur le perso, c'est-à-dire le week-end, le soir. Et le travail, c'est j'arrive, travail, etc. C'est un peu décuplé avec le monde des freelances. Aujourd'hui, il est primordial de redonner le sourire aux collaborateurs pour qu'il y ait aussi de l'épanouissement parce que le travail, c'est 5 jours sur 7. Et donc voilà, donc nous ce qu'on fait c'est vraiment donner de l'âme aux collaborateurs au quotidien. Et tu vois, je parlais avec un de mes dirigeants qui me disait moi en fait être commercial, c'est une ESN, chez moi c'est pas très sexy. Et il me dit mais par contre c'est dur et c'est pas très sexy. Il me dit mais par contre les collaborateurs ils parlent que de Team Starter, ils sont super fiers de dire qu'ils ont ça dans leur boîte. Ah tiens, il y a Annabelle qui a porté ce projet là, etc. Donc c'est ça qu'on veut créer avec Team Starter. Donc ça va au-delà du financement participatif, finalement c'est un moyen. D'accord. Mais nous on veut embarquer les salariés et leur permettre d'agir à leur échelle. Alors ça c'est intéressant parce que sur un point que tu abordes c'est l'importance de l'humain dans une organisation et quand moi je rencontre des professionnels RH, des dirigeants, tout le monde dit que chez eux c'est le cas. Tout le monde a des superbes valeurs affichées qui sortent du CODIR avec l'importance de l'humain. Mais quand on regarde, et il y a un chiffre choc sur ton site web, aujourd'hui 2% des idées des collaborateurs dans les entreprises en France se réalisent réellement. Comment t'expliques cette dichotomie d'affichage public chez nous l'humain est important, blablabla, blablabla, mais dans la vraie vie, les actions ne vont pas aussi loin que ce qui est affiché. Quel est ton recul avec 4 ans de Team Starter sur ce sujet, même si vous y contribuez à faire changer les choses, on va y revenir. En fait, c'est vrai que nous, ça fait 4 ans qu'on évangélise un marché. Ça fait 4 ans qu'on montre aux dirigeants, aux DRH, que investir dans l'humain, c'est des économies à terme, mais c'est encore effectivement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs problèmes que j'ai identifiés dans les entreprises. Effectivement, en fait, déjà, pourquoi il y a peu d'idées qui se réalisent ? Parce qu'en fait, en entreprise, il y a énormément d'autocensure. Il y a énormément de collaborateurs qui ont des superbes idées, mais qui n'osent pas, etc. Ensuite, t'as un triple ou quadruple phénomène qui va être de dire la majorité de mes clients, tu vois, ils ont testé la boîte à idées. Oui. En fait, on met les idées dans la boîte. Puis en fait, on n'a jamais de retour. On n'a jamais de retour. Elles se réalisent pas en fait. Et d'ailleurs, c'est ce dont j'ai pas parlé avec Team Starter. Donc il y a la partie soft par plateforme, mais on a aussi tout un accompagnement avec des coachs Team Starter qui vont venir accompagner les collaborateurs dans leur initiative, de l'initiative jusqu'à la mise en place. Ce qui permet d'avoir 9 projets sur 10 qui sont effectivement déployés dans les organisations. Parce que nous, on crée de l'impact.
à travers des projets. Ah, c'est intéressant. On va revenir sur ce coaching, que c'est pas juste un logiciel ou un énième outil. Non, il y a une vraie partie humain et accompagnement. Okay. Aujourd'hui, on a une vingtaine de coachs. Ah oui, donc c'est stratégique. En CDI. Oui, en CDI sur 60 collaborateurs, donc c'est énorme pour vous en termes de... Mais c'est ce qui fait aussi une de nos grosses valeurs et d'impact. Je pense qu'on est un des outils... Aujourd'hui, le problème des outils RH, c'est qu'ils sont je parle hors outils métier, c'est qu'ils sont complètement sous-utilisés. Et en fait, il y a une panoplie, ça s'ajoute peut-être des survêtes, on a un panel. Tout à fait. Et avec des taux d'utilisation catastrophiques. Nous, on a des taux d'utilisation qui sont les plus élevés. On est l'outil collaboratif, ce qui est le plus utilisé. Et c'est notamment parce qu'on a cette partie accompagnement, écoute, etc. Si on veut zoomer sur la partie accompagnement, parce que ça, c'est vraiment intéressant. On viendra sur d'autres questions que j'ai. Tu as une vingtaine de coachs. Quel est leur quotidien, en fait, à ces coachs collaborateurs de Team Starter? C'est-à-dire qu'ils ont des salariés au bout du fil ou par chat ou en échange, et ils les accompagnent à promouvoir leur projet, à transformer l'argent qu'ils ont récolté en projet. Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Je dirais qu'il y a 3 grandes phases. La première phase, c'est vraiment aider le collaborateur à préqualifier son initiative. Qu'est-ce que va être mon initiative, le budget, etc. Et donc là, il y a un coaching pour vraiment aider le collaborateur à vraiment réfléchir à tous les tenants aboutissants de l'initiative. Donc avant de diffuser auprès de mes collègues. Avant de diffuser. D'ailleurs, il y a même... parler avec vous, en fait. Exactement. Et d'ailleurs, on fait des ateliers d'idéation, du speed coaching, où les coachs, par exemple, tu es dans ta boîte, tu n'as pas d'idée, mais tu veux t'engager. Le coach, tu vas passer 45 minutes avec lui, tu vas sortir avec une idée et qui correspond à un de tes pains actuels. Donc, il y a la partie idéation, on est expert, on fait des ateliers d'idéation, on a créé une méthode, etc. Et puis, une fois que l'idée est là, c'est accompagner le collaborateur à toutes les étapes. Je dis souvent qu'on a 3 objectifs. Le premier, c'est s'assurer que les projets soient frugaux à l'échelle du collaborateur. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais nous, on n'est pas du tout sur des gros projets à des millions d'euros de changement de business model. On reste sur ce que est capable de faire le collaborateur et vraiment lui montrer qu'il peut avoir de l'impact. Okay. Donc, on va aller chercher la frugalité, on va aller chercher la réalisation. Donc, comment on accompagne les collaborateurs à toutes les... Parce que nous, ce qu'on fait aussi, on développe un peu tous les mécanismes de l'entrepreneuriat. Comment bien vendre son projet, comment bien storyteller, etc., etc. Donc, vraiment, tout cet accompagnement-là. Et puis, une fois que le projet est mis en place, dans le bilan, etc. Donc, il y a vraiment un coaching de A à Z qui est très personnalisé et qui va dépendre aussi des collaborateurs. Un collaborateur timide vs un collaborateur un peu chef de projet on n'aura pas du tout le même coaching. Donc ça va aussi dépendre des collaborateurs, de la maturité qu'ils ont sur ces sujets d'acculturation, de conduite du changement, etc. Et puis bien sûr la typologie, l'idée initiée. Ok. Quels seraient les 3 tips, les 3 astuces que tu donnerais à un collaborateur qui réfléchit, qui aimerait mettre en place un projet, qui n'ose pas le faire? En fait, les conseils que donnerait un coach, l'un de tes coachs, les 3 conseils que donnerait un collaborateur d'un de tes clients, qui est vraiment dans la phase j'ai envie, mais j'ose pas, je sais pas comment faire. La première, c'est vrai que nous, on a une chance, c'est qu'on a accompagné des milliers d'initiatives. Je pense qu'on est vraiment les leaders sur ces sujets-là. Et donc, on a un panel d'exemples de projets qui ont été mis en place dans d'autres organisations. Et donc, la première chose, je pense que si j'étais coach chez Team Starter, c'est que j'irais l'inspirer, parce que sur la plateforme, et lui dire d'aller découvrir tout ce qui peut se passer ailleurs, qui peut aussi montrer la typologie de projets qui peuvent être portés sur Team Starter, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi ce côté qui est très important pour nous, d'inspirer, stimuler la créativité. La deuxième, je dirais qu'il ne tente rien à rien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet de droit à l'erreur, en fait. Aujourd'hui, la majorité des dirigeants que je rencontre, ils attendent qu'une chose, c'est que les collaborateurs proposent. Je pense que j'ai rencontré des milliers de dirigeants. Il n'y en a pas un seul qui m'a dit « ça ne m'intéresse pas qu'un collaborateur qui prend une initiative ». Il y a un vrai sujet que les collaborateurs doivent se rendre compte que c'est un peu le rêve de tous les dirigeants, que leurs collabs prennent des initiatives et s'en emparent. Donc voilà, et puis la troisième, c'est que je lui ferai parler un peu de l'idée qu'il a pour le rassurer, de dire « ok, c'est une super idée, on l'a vu dans telle entreprise », etc. etc. Alors, tu parles du dirigeant qui va plutôt être moteur, mais moi quand je suis collaborateur, j'ai souvent un manager intermédiaire dans mon organisation qui peut être plus ou moins moteur, et là c'est chouette, mais des fois qui peut être frein, ou qui va se dire t'es gentil, fais déjà ton boulot avant d'aller créer des idées et puis de créer autre chose. Est-ce que vous accompagnez les managers de proximité chez vos clients? Comment est-ce que vous encouragez les managers de proximité aussi peut-être à changer leur paradigme et à développer cette culture au sein de leurs équipes?
C'est un vrai sujet. On a 10 facteurs clés de succès. L'embarquement du middle management est un facteur clé de succès. Donc, nous, déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on les onboard en amont d'un lancement. C'est-à-dire que on ne souhaite pas qu'ils découvrent le dispositif Teamstarter au moment du lancement auprès de l'ensemble des collaborateurs. Donc, on va les onboarder en amont du lancement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est leur montrer tout simplement des témoignages de managers où des collaborateurs ont fait des initiatives et l'impact que ça a eu, la motivation, la performance collective, etc. Donc, on les embarque avec à la fois des retours d'expérience. Et puis, Teamstarter, on peut aussi facilement voir s'il y a un manager bloquant, parce que c'est très vite reconnaissable, parce qu'en fait, on est identifié par département, etc. Et donc, ça nous est arrivé à des moments donnés où on avait des managers de BU, mais complètement réfractaires. D'accord. Et on le voyait sur le taux d'utilisation de cette BU-là, qui était 10 fois inférieur aux autres. Donc ça, c'est la chance qu'on a. On a pu aller... Vous pouvez le mesurer, là, très vite. Peut le mesurer, c'est aussi un des objectifs de Teamstarter. Et donc, on travaillait avec ce manager pour comprendre qu'est-ce qui va le gêner, pourquoi, etc. Et pour essayer. Après, tu as un vrai sujet, c'est que tu as des gens qui seront... en fait, pour moi, tu as un vrai sujet d'extra-financier, parce qu'aujourd'hui, on parle du coût de désengagement qui est à 15 000 €. On parle du nombre de collaborateurs qui sont désengagés. Pourtant, personne ne perçoit l'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi, je vais dire... voilà l'impact qu'on va avoir sur Teamstarter, sur votre entreprise. Je pense que il y a un vrai sujet de ROI dans le monde des RH et d'indicateurs extra-financiers parce qu'il y a des chiffres poignants. Et pourtant, les DRH, quand on regarde leur budget, franchement, c'est des petits budgets. Parfois, elles n'ont même pas leur place en COMEX. Donc, c'est un vrai sujet pour moi. Il y a un sujet autour de l'importance de la fonction RH dans les organisations. Oui, et de l'importance des collaborateurs, parce que la DRH, c'est celle qui incarne les collaborateurs au quotidien. Et moi, je suis assez persuadée qu'on vit des périodes de choc. On l'a vu, le Covid, les guerres, le climat, etc. Et en fait, ces périodes de choc, elles vont que s'accélérer. Et je pense qu'il y a quelque chose que les entreprises, en tout cas certaines, n'ont pas encore compris. C'est pas quand ça va bien qu'il faut engager les collaborateurs. C'est quand c'est en période de rush, quand on a besoin d'avoir un collectif qui soit résilient, engagé, qui a envie de se... Toutes les boîtes sont en train de se transformer, vont vivre des gros changements. Et dans ces moments-là, il te faut un collectif hyper engagé, hyper résilient, hyper fier de travailler pour toi, qui va se battre pour toi. Et donc, c'est ça le problème. Donc, moi, j'ai envie de dire, toutes les boîtes qui sortent d'un PSE devraient, leur première chose, leur plus gros budget devrait être le budget RH. Parce qu'en fait, ce qui va transformer la boîte, c'est les collaborateurs. C'est pas leur strat à 8 ans, etc. S'ils n'arrivent pas à embarquer leurs collaborateurs, si leurs collaborateurs sont pas à fond, s'il n'y a pas un collectif résilient engagé, il va rien se passer. Et pour le temps, on a paradigme, c'est-à-dire que les boîtes qui cartonnent, qui vont super bien, etc., comme elles ont, en fait, il y a un surplus de budget, ils vont aller investir. Donc c'est vraiment perçu, quand on va bien, on investit sur les sujets RH, alors que c'est complètement l'inverse. Alors, et justement, là, tes clients, est-ce que tu as déjà eu des clients qui se sont engagés avec Teamstarter et puis là, en 2022, 2023, l'économie est un peu plus fragile, etc., ont stoppé Teamstarter? C'est quand même pas arrivé. Tes clients, ils s'engagent dans la durée, même dans les temps les plus difficiles, comme on peut le vivre en ce moment où le PIB n'a plus réellement de croissance. Ou est-ce que vous avez déjà vécu, effectivement, un client qui vous dit, là, j'arrête, ou je stoppe, je mets en pause Teamstarter pendant... On a vécu quelque chose d'assez lunaire. On a vécu effectivement un client, je ne donnerai pas le secteur, mais qui... non, le cite pas. Qui avait restriction budgétaire, Voilà. donc ils ont analysé en codir tout. Ils se sont posé la question de Teamstarter, donc ils se sont dit, faites un sondage en interne. 98% des collaborateurs souhaitaient garder Teamstarter et ils l'ont retiré. Ah oui. Donc le jour où ils vont vouloir reprendre Teamstarter, enfin je te le souhaite pour le coup, mais ils vont souffrir pour te réexpliquer. Mais c'est idiot en fait. Oui. Tu demandes l'avis de tes et tu n'en tiens pas compte. En plus. Tu demandes l'avis de tes collaborateurs, tu n'en tiens pas compte. Non, mais le signal, c'est que l'argent est prioritaire par rapport à l'humain, là, clairement dans l'entreprise. Et donc en fait, sans rien en remplacement, parce que c'est pas un sujet, ils étaient hyper satisfaits de Teamstarter. Ça c'est ma plus grande frustration. Un client qui part, qui est satisfait, leurs collaborateurs sont satisfaits, j'ai dit, il y a quelque chose que j'ai loupé dans la matrice. Et en fait, je pense que c'est loupé, c'est la prise de conscience aujourd'hui qui est pas encore là du tout. D'accord.
J'imagine que vous y travaillez, enfin tu y travailles, toi en tant que dirigeante et puis tes équipes. Tu disais, enfin je t'ai entendu dans une interview, tu disais que au départ, je sais pas si c'est toujours le cas, tu as réussi à lancer Teamstarter dans les organisations parce que tu arrivais plus à convaincre les DG que les DRH. C'est toujours le cas ou même 4 ans après? Avec forcément des cas clients, des réussites, des exemples à montrer aux professionnels RH. En fait, ce qui s'est passé un peu, c'est que au tout début, comme je t'avais dit, Teamstarter, ça a été autofinancé, donc on avait peu de temps pour trouver des clients. Donc on a commencé, on s'est dit, on travaille sur des sujets de fidélisation, on a un gros impact sur marque employeur. J'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, on a 75% de nos utilisateurs qui mentionnent Teamstarter quand ils parlent de leur boîte. Okay. On a 300 mentions par mois sur LinkedIn où des collaborateurs partagent. C'est affiché dans Welcome to Jungle comme on a la mutuelle Alan ou la carte Swipe par exemple. Ça commence, c'est dans les process de recrutement, etc. Enfin, franchement, donc je me suis dit, et ça arrivé un peu plus tard. Pour moi, c'est un effet de bord qu'on n'avait pas du tout vu et qui est un gros point. Tu vois, la semaine dernière, j'ai un DG qui m'a appelé, il m'a dit, j'ai 3 collaborateurs qui m'ont rejoint, ils m'ont tous dit que parce qu'il y avait Teamstarter. Pas parce qu'il y avait Teamstarter, mais parce qu'en fait, ça matérialisait leur culture de boîte, sur la confiance, sur l'autonomie, ça montrait ce qu'il y avait et c'était no bullshit. Voilà. Okay. Premier mois, il fallait que j'aille super vite parce qu'en fait, j'avais pas de cash. Donc, on a contacté les DRH, des rendez-vous dans 1 an. Et moi, je dis non, mais en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, donc je suis allée taper le plus haut possible. Et je me suis dit, mais en fait, si là-haut, ça répond pas, c'est que j'ai pas de market fit. Et voilà. Et en fait, ça a super bien répondu. Ça a super bien répondu parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup que les CEO vont devenir des Chief Engagement Officer. Moi, j'y crois beaucoup. Et en fait, j'ai tout de suite voulu pas me cantonner à un outil RH parce que pour moi, on a un outil de transformation. On n'est pas un outil seulement RH. Et donc, ça a accéléré le cycle de vente. Ça nous a permis d'avoir nos clients. Et aujourd'hui, effectivement, ça fait quelques temps qu'on n'a pas réessayé cette cible-là. Mais ça fait 4 ans, nos 100 clients, c'est une vente... le dirigeant, après la DRH... Oui, vient après, mais en second... Vient après. Ouais. Mais c'est aussi les budgets de la direction générale pour le moment. D'accord, ok. Comment ça fonctionne techniquement? Alors peut-être une question assez précise, mais je suis collaborateur, donc tous les mois, mon entreprise m'accorde un budget de 10, 20, c'est 10 euros environ? Ouais, 10 euros par mois, ouais. Ok. Et ce budget, je le stocke sur mon compte Teamstarter, donc tous les mois j'ai 10, 20 euros, 30 euros, ça s'incrémente. Et je peux le donner à un collègue qui a un projet. En fait, comment est-ce que ça fonctionne? Comme je suis collab et que j'ai pas d'idée, moi par exemple j'ai pas forcément d'idée, mais j'ai envie d'aider les autres dans mon entreprise, je vais faire quoi? Tu vas pouvoir soit financer les projets, te dire écoute, le projet de Joël je le trouve top, je vais mettre 5 euros. Tu peux aussi venir collaborer, te dire mais en fait le projet de Joël, moi je suis aussi un fan de ce sujet-là et je pense que j'ai une compétence complémentaire et donc tu vas te mettre avec Joël pour co-créer. Les majorités d'initiatives sont coportées par des collaborateurs. Okay. Et par exemple, tu peux aussi avoir des projets où on va demander la participation, c'est-à-dire des collaborateurs qui mettent en place un atelier l'art du skate notching pour gagner en efficacité dans la prise de notes en réunion. Et là, en fait, c'est une soft skill qui est mise à disposition d'un collaborateur auprès de ses collègues. Donc, c'est un projet qui est gratuit, mais il ne le fera pas s'il n'y a pas minimum 80 collaborateurs. Et donc, toi, tu vas dire, attends, c'est super, hop, et tu vas t'inscrire. Donc, voilà. Et en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est que l'engagement, pour moi, il est propre à chacun. C'est ça la force qu'on a. C'est que chez Teamstarter, les collaborateurs, utilisateurs peuvent s'engager à leur échelle. C'est-à-dire, soit tu crées un projet, soit tu le coportes, soit tu collabores, soit tu t'en inspires juste, soit tu finances, etc. En fonction de la période, de l'actualité et de la charge de travail, les collaborateurs peuvent avoir différents, finalement, types d'actions. Et quel est le budget moyen d'un projet chez tu vois, je pense à Soprasteria avec qui on travaille. Je crois que le projet qui a eu le plus d'impact a coûté 50 euros. Et donc, c'est pour ça que je pense que tu as on n'est pas du tout... D'accord. On n'est pas du tout dans des projets... le budget moyen d'un projet est à 1 000 euros. Ok. Mais on est vraiment sur et d'ailleurs, des budgets qui ne sont pas aujourd'hui reconnus dans les boîtes. Un collaborateur qui veut mettre en place un atelier d'improvisation pour se former à la prise de parole en public, en fait, pour le faire, je te prends une organisation de 300... Il a besoin de 500 euros, tu vois, c'est des petits budgets. D'accord. Mais en fait, il n'y a aucune voie pour aller chercher ce budget-là. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'étais chez Suez. J'avais eu envie d'améliorer les presses commerciales et les uniformiser. J'avais pas besoin de beaucoup. En fait, je devais parler au N+1, N+1, jusqu'au N+10. Enfin, c'était un tel calvaire que j'ai abandonné l'idée à même de l'avoir fait. Et là, en fait, le budget, si tu arrives à convaincre tes collègues, il est là. Donc, c'est aussi un gros facilitateur pour toutes ces initiatives du quotidien qui sont un peu les oubliées, qui ne demandent pas des gros budgets, mais qui vont créer pas mal d'impact. Ok. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des budgets un peu perso? Je sais, d'accord. Vous interdisez par exemple aussi ce genre de sujet où c'est pas l'esprit. L'esprit, c'est vraiment des projets qui vont améliorer le collectif dans l'organisation. Ouais, c'est ça. Des initiatives. Alors, on a des initiatives RSE.
qui sont portés par les collaborateurs. Tu vois, on a un collaborateur malentendant chez un de nos clients qui a décidé de sous-titrer la plus grande conférence mondiale qui s'appelle DevFest, qui est un projet Teamstarter. Tu vois, ça c'est un projet qu'il a pu mener, mais parce que le dirigeant Bruno Loferestier souhaite absolument avoir une RSE, une stratégie RSE complètement décentralisée et incarnée par ses collaborateurs. Et donc aujourd'hui, chez Sphère, l'ensemble des collaborateurs peuvent proposer des initiatives, donc elles peuvent être externes et les financer. Et donc il y a un peu moins de 200 initiatives qui ont été mises en place par des collaborateurs, qui sont des initiatives exclusivement RSE. Et ça permet à la fois à Bruno d'avoir des collaborateurs qui incarnent la RSE et d'avoir un effet complètement démultiplicateur. Quelque part, si je suis collaborateur, je suis un peu intrapreneur en fait. Tu m'aides à devenir intrapreneur sans que je le sache. J'aime pas ce mot. D'accord. Parce que ça fait, oui, pour moi, mais ça fait tout de suite gros projet. D'accord. Et que, en fait, nous, les projets... oui, c'est pas changer le SI de la boîte. Non, exactement. Ouais. Un collaborateur dans aucune boîte pourra changer le SI de la boîte. Parce qu'on sait que c'est... Bref. Donc du coup, effectivement, c'est vraiment des choses à l'échelle du salarié. Ok. J'ai envie de venir sur un point. Quelle est la culture RH de Teamstarter ? Est-ce que tes collaborateurs ont Teamstarter en interne ? Bien sûr. Ah ok. D'ailleurs, c'était de mes erreurs au début. Ok. J'ai attendu qu'on soit 30. Je m'étais dit, en dessous de 30, grosse erreur. Ton produit, tu dois être le premier utilisateur. Quel est le projet dont tu es le plus fier que tes collaborateurs ont pu réaliser au sein de Teamstarter, tes propres collabs, et sur lequel toi, tu n'avais pas imaginé en fait ? Ouais, ils ont fait tellement de choses. On l'a mis, il y a 200 initiatives, il y a Teamstarter chez Teamstarter alors qu'on est 50. C'est énorme, effectivement. Il y a tous les jours, peut-être pas tous les jours, il y a toutes les semaines des projets qui sont publiés. J'ai bien aimé pas récemment, mais bon, à Noël, ils ont organisé où chaque collaborateur pouvait ramener, ils ont fait un marché de Noël en interne, où chaque collaborateur, donc il y a des collaborateurs qui avaient fait des bijoux, des choses comme ça, pour pouvoir tout simplement faire un marché de Noël en interne. On a eu aussi un atelier de prise de parole en public qui a lieu la semaine prochaine et tu vois qui est organisé par un de mes collaborateurs qui a envie de se former un peu plus sur ces sujets-là. Un projet qui a eu lieu chez des clients et que je trouve top, qui a eu lieu chez nous, qui est tout simple mais qui a énormément d'impact. C'est un de nos clients et qui nous a donné l'idée, c'est tout simplement mettre des boîtes dans les toilettes pour les femmes, tampons, Doliprane, etc. Et tu vois, ce projet, on l'a mis en interne et chez notre client, il a cartonné. Il a été... parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de multisites, tu vois. Nos clients, ils sont multisites. Okay. Et il a été, je crois, multiplié dans 10 sites. D'accord. Il a eu lieu en Inde et un impact sur des milliers, vraiment des milliers de collaborateurs et c'est remonté jusqu'au COMEX Monde. Et au début, l'entreprise n'était pas sûre de vouloir accepter ce projet-là. D'accord. Et donc, c'est aussi ça, Teamstarter, c'est faire confiance au collectif et aussi se faire surprendre dans des idées où on se dit bah non, alors qu'en fait, elles peuvent être assez incroyables. Ça arrive que des dirigeants ou des DRH de tes clients refusent un projet ? Bien sûr. Validé pourtant par plusieurs salariés de l'entreprise. En fait, il y a une modération en amont du lancement pour éviter l'annulation. Mais tu vois, là, récemment, on a eu un projet que j'ai trouvé top dans une banque où c'est des collaborateurs. Tu vois, c'était il y a quelques temps, mais pendant le Covid, télétravail pour tout le monde. Et en fait, les collaborateurs, les conseillers bancaires, tous les enfants disaient mais papa, maman, c'est quoi ton métier ? Et ils ont créé, en fait, ils ont fait un projet Teamstarter pour créer une comptine pour enfants avec un illustrateur pour illustrer l'univers de la banque et expliquer ça pour pouvoir le distribuer à l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir être fier de sa boîte et pouvoir l'expliquer de manière ludique à son entourage et à ses enfants. Et on l'a reçu, je pourrais te le montrer juste après et je trouve ça dingue en fait, une petite comptine d'une 30aine de pages. Ils sont allés chercher un illustrateur, ça a été mis aussi dans des agences bancaires, donc d'un point de vue image client ça a été top et puis les collaborateurs super fiers de distribuer ça à leurs enfants, etc. Enfin voilà, je trouve que c'est un projet qui a coûté moins de 1 000 €. Oui, donc on n'est pas sur des sommes non, on n'est pas sur des... Non. Et du coup, Teamstarter, c'est destiné à tout type d'entreprise ? Oui. Toi, tu es une entreprise de 60 personnes. Donc voilà, est-ce que moi je suis RH ou je suis DG d'une boîte de 100 personnes, tu me conseilles Teamstarter ? Au-delà du discours commercial, est-ce que réellement tu me le conseilles si c'est ma culture et voilà. Ou est-ce que c'est trop petit ou est-ce qu'il faut que je fasse attention à cette taille ? Une taille mini ? Non, on a plusieurs clients, bien sûr, qui sont avec une centaine de collaborateurs. Et on a pas mal de clients aussi qui grossissent
progressivement, tu vois, j'ai un de mes clients qui est passé de 200 à 800 en 2 ans. Bah, tu as un gros sujet de scale la culture. Là, tu vois, je suis en cours avec une boîte, rachat de cultures hyper différentes. Comment tu crées un collectif, comment, un lien, etc. Donc voilà, je pense que nous, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, la plus grande force de Team Starter, c'est notre culture. C'est la chose dont je suis la plus fière, c'est les équipes. Ok, très clair. Dernière partie, parce que le temps tourne. Tu as levé, je crois, c'est 7 millions, si je ne dis pas des bêtises. Voilà. Quel était l'objectif de cette levée ? Est-ce que tu souhaites aller plus loin ? Parce que j'ai cru t'entendre, honnêtement, dire que tu avais effectivement l'ambition d'aller au-delà de la France, de percuter effectivement d'autres marchés. Est-ce que c'est vraiment ça, l'objectif de ces 7 millions ? En fait, on a levé des fonds après 3 ans, 400% de croissance annuelle et étant complètement autofinancé. Et rentable, ouais, bien sûr, autofinancé, rentable. Mais du coup, on s'est dit, à un moment donné, je me suis rendu compte que l'autofinancement, ça avait ses limites. Il fallait à la fois financer sa croissance et à la fois financer son innovation. D'accord. Et en fait, il y a moins d'1 an, on était 3 dans l'équipe produit. Donc l'idée pour Team Starter, quand on a décidé de lever des fonds, on avait 2 trajectoires. Soit on continuait PME, soit on allait tenter le game et faire un gros truc qui allait transformer le monde. En tout cas, le monde du travail. Et je pense qu'on peut y arriver. Et donc du coup, on a décidé de lever des fonds. La première chose, c'est qu'on a un produit incroyable. Je pense qu'on a réussi quelque chose que peu de boîtes ont réussi, c'est faire un produit qui est surkiffé par les collaborateurs. C'est notre plus grande force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on a 45 000 utilisateurs. Les taux de réponse au sondage, vraiment on a réussi ça. Et donc en fait on a à partir du moment où tu deviens un must-have pour tes collaborateurs, tu as plein de choses à faire. Donc côté produit, côté international, en toute transparence, tu le dis forcément quand tu lèves des fonds, mais pas à la prio. D'accord. On se développe pas mal via nos clients. Tu vois, on a des clients qui sont en Inde, au Moyen-Orient, etc. Oui, eux-mêmes. Mais il y a déjà un gros marché. Et l'idée, c'est aussi de rester focus. On a encore pas mal de choses à faire. Sur l'engagement des collaborateurs, il y a plein de choses à imaginer et à continuer de créer. Ça, c'est certain. Du coup, tu recrutes toi-même en ce moment Oui, on recrute. Toujours. Tu recrutes plutôt des coachs, plutôt des profils sales ? Un peu de tout. Si je suis RH en entreprise, je suis un jeune RH en entreprise, puis j'en ai marre d'être jeune RH en entreprise. Tu vas me recruter pour être coach ou pas ? Honnêtement. Ah, pour être coach. J'ai cru pour être RH parce qu'on a une. Non, je parlais pas de fonction RH. On a une DRH qui est au top. Moi, je suis pas du tout. C'est quoi le profil d'un coach en fait ? Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce qu'il n'y en a pas en fait ? Moi, je suis pas du tout attachée à tout ce qui est diplôme, formation, etc. Je pense que c'est pas ça le talent. Et j'ai vachement changé parce qu'en fait, quand j'ai monté ma première boîte, j'étais complètement en mode oh là là, mon associé, faut qu'il ait fait HEC, McKinsey, les machins, etc. Et pourtant, ça n'a pas du tout fonctionné. Et c'est quelqu'un de très brillant. Et en fait, ce que je fais depuis 4 ans avec ma boîte, c'est qu'on a une diversité de profils. Moi, j'ai jamais demandé à un entretien, c'est quoi ton diplôme ? Enfin, c'est des choses qui ne m'intéressent pas. Et donc, on a des profils hyper différents. Tu vois, nos meilleurs sales, il a fait une école de philo. Ouais. Donc, je suis pas attachée à ça. Je suis attachée au talent qu'à la personne. Ok. Petite question finale. Comment tu vois évoluer le future of work et en particulier les changements autour de l'engagement collaborateur ? T'es pas Madame Soleil, moi non plus, c'est difficile, mais si tu voyais des évolutions ces prochaines années autour du focus que tu as autour de l'engagement des collaborateurs, qu'est-ce que tu verrais changer demain ? Je pense qu'il va y avoir un gros sujet qui va changer dans les prochaines années, c'est le rôle du DRH, qui jusqu'à maintenant était vachement paye, etc. Et en fait, directeur des ressources humaines, ça porte bien son nom. Donc, je pense qu'il y a, et j'espère voir ça, voir des DRH monter en Comex, etc. Et il y en a. Franchement, nous, on a des clients incroyables. Mais après, ouais, effectivement, moi, je suis pas très bonne pour prédire. Donc, je dis pas que c'est simple. Hein. Non, je dis pas que c'est simple, Ségolène. Et est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? Non.
C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Je t'ai saoulé avec mes questions en fait. Non, pas du tout. Mais si tu m'avais dit s'il y avait une personne que tu devais rencontrer. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne, un entrepreneur, un homme, une femme dans le monde des RH ou du business RH que tu me conseillerais d'inviter ou une des RH que tu estimes effectivement très différent et que tu me conseillerais de rencontrer? Oui. Alors, j'allais te conseiller un entrepreneur, Gilles. Effectivement, c'est un excellent conseil de Lucas que j'apprécie et que j'admire. Moi, peut-être Joseph, le DRH d'Aeroline de Soprasteria. D'accord. Complètement atypique, mais une vision des ressources humaines incroyable. J'ai travaillé avec beaucoup de DRH, parce que forcément on travaille avec une centaine. Impressionnant. Enfin, vraiment innovant. La bonne vision, enfin vraiment incroyable. Donc Joseph... si tu peux mettre en relation avec... Ouais. Je le connais pas honnêtement, et peut-être l'interviewer dans ce podcast, ce serait top. Et puis est-ce que tu as un livre, un podcast à nous conseiller, quelque chose que tu aimes lire, que tu aimes écouter, qui n'est pas forcément RH d'ailleurs, ou entrepreneurial, qui est pour toi important? C'est une bonne question. Moi, j'aime bien le podcast de Mathieu Stéphanie, qui fait partie aussi du club Bootstrap. Oui, Génération Do It Yourself. Ouais, exactement. Okay. Qui est forcément le podcast en France référence. Si tant est qu'on aime écouter des podcasts qui durent 2 heures, 2h30, 3 heures. Mais après, il faut les écouter par épisode, hein, et ça le fait. Hein. Enfin, par étape. Avoir 2-3 heures devant soi, c'est pas toujours simple, mais par étape, ça le fait. Merci beaucoup, Ségolène. Merci pour ton temps, pour ton enthousiasme, ton dynamisme et ta transparence. Je vous dis à tous et à tous, à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci, Florent. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!